Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition de nos bivouacs par Stello. Donc pour rappel, on adresse toute une problématique autour de l'épargne quand on est indépendant, quand on est entrepreneur. Et c'est le troisième épisode. J'ai le plaisir d'accueillir Victor avec nous, Victor Laura, qui va nous dire qui il est et qui est notre expert du jour autour de la problématique de l'investissement immobilier, qui est un très très vaste sujet. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais vous redire un petit peu comment on fonctionne et qui on est Stello. C'est important de vous le dire. Donc, Stello, nous, donc moi, je suis François-Xavier Comte, je suis le fondateur de Stello. Et pourquoi j'ai fondé Stello? Parce que j'ai une passion pour les entrepreneurs depuis toujours. Et tout au long de ma carrière professionnelle, je me suis aperçu que les entrepreneurs étaient très mal servis sur l'assurance et que c'était un sujet majeur parce que chez Stello, on considère que les entrepreneurs sont des aventuriers. Et sur ce chemin, il y a des embûches, il y a des dangers et ils ne sont pas bien accompagnés déjà sur la connaissance de leurs risques, donc sur les dangers qui peuvent se présenter. Et le rôle d'un assureur, c'est évidemment d'aller sécuriser ce chemin, donc d'aller le baliser et de proposer des assurances. Donc nous, on le fait à notre manière. Quand vous allez sur le site de Stello, on va vous proposer des parcours qui vont en moyenne vous prendre 7 minutes pour pouvoir assurer votre entreprise avec deux grands thématiques. C'est assurer votre entreprise en tant qu'outil de travail, les locaux, vos salariés, la responsabilité civile, les risques juridiques, voilà, tout ce qui est vraiment l'outil, le matériel. Et puis, une ressource hyper importante, souvent négligée, c'est évidemment vous, en tant qu'entrepreneur, puisque vous êtes le premier capital de la société. Et il faut protéger votre santé, vous protéger en cas d'arrêt de travail. Et ça, c'est notre job et c'est comme ça qu'on le fait chez Stello. Voilà pour la petite minute promotionnelle. En même temps, chez Stello, on s'est donné une grande mission, c'est d'être le premier de cordée d'une communauté d'entrepreneurs et de baliser votre chemin. Et au travers de cette mission, on ne parle pas que d'assurance. On considère qu'il y a aussi des thématiques qui vous sont chères, qui sont complexes, qui vont pouvoir vous prendre du temps. Et nous, notre job, c'est de défricher cette jungle de sujets et la finance, l'épargne en fait partie. Et donc, je suis hyper heureux aujourd'hui d'accueillir Victor. Maintenant, je vais m'arrêter de parler. Et c'est à Victor qui va nous raconter qui il est et qui va nous dire un petit peu tout son parcours avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de la jungle. Merci FX. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit, parce que nous, on se connaît du coup depuis 2017. Et c'est vrai sur des sujets d'ailleurs d'assurance, de projet, etc. Et on continue à se côtoyer. Donc, je pense qu'il y a de la vérité. En tout cas, tu transcendes de la vérité, mais il y a de la vérité dans ce que tu dis. Alors, pour les personnes qui me connaissent pas, alors si je vous regarde en face, moi, c'est Victor, j'ai 35 ans. J'ai commencé du coup en banque d'affaires. Donc, j'ai fait des études, puis banque d'affaires. Puis assez vite, je suis allé dans l'univers des startups. En parallèle de ça, donc j'ai fait une activité pro. J'ai alterné entre CDI, freelance, et en même temps, j'ai fait des investissements à côté. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'était finalement d'être libre de mon temps le plus vite possible. Donc ça a fonctionné. Ça m'a pris une dizaine d'années. Donc à 30 ans, j'avais ce qui s'appelle des revenus passifs, c'est-à-dire que j'avais 4 000 euros par mois, c'est-à-dire des revenus qui viennent de différentes sources qui ne viennent pas de mon travail. À 32 ans, j'étais dans les 8 000, 12 000 euros et je me suis fait tout un système finalement pour atteindre cet objectif-là. Donc, j'ai tenté plein de trucs, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu quelques réussites et à un moment, je me suis dit qu'il fallait partager ça à tout le monde. Et en fait, cette façon de penser, ça vient d'un mouvement qui est des États-Unis qui s'appelle FIRE, pour Financial Independence and Retire Early, donc pour l'indépendance financière et la retraite précoce. Et en gros, je suis l'ambassadeur en France de ce mouvement. On est 40 000 aujourd'hui. C'est une communauté axée très investissement. Pour donner quelques chiffres, c'est des personnes qui généralement gagnent assez bien leur vie. Il y a tout profil, mais ça va être des personnes qui sont plutôt aux alentours de 4 000 euros par mois. Il y a beaucoup de freelance, il y a beaucoup de personnes dans la tech parce que c'est beaucoup de calculs. Du coup, on bosse ensemble, on fait des invests ensemble. Donc, là, on s'est regroupés. On a investi plus de 4 millions d'euros dans les cryptos. On s'est regroupés pour acheter des entreprises. Et il y a aussi des programmes de training un peu accélérés pour des personnes qui ont envie de prendre une voie particulière. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus libre de mon temps. Donc, en même temps, j'ai lancé beaucoup de projets. Donc, j'ai lancé des écoles, j'ai lancé beaucoup de choses. Donc, je peux normalement faire ce que je veux, mais indirectement, j'ai pas mal d'engagement. Donc là, j'essaye quand même de me réalléger par rapport à ça. Donc, je pense que je t'ai un peu tout dit sur. Je sais pas si tu as des questions sur. En fait, tu as réussi ton objectif d'indépendance financière et d'une retraite théorique. À 30 ans, c'était déjà fait. En fait, ce n'est pas ton caractère. Donc, tu es hyper actif, tu as plein d'idées, plein de projets. Et donc, finalement, c'est ce que tu continues à faire en faisant vivre la communauté FIRE. C'est ça. C'est finalement, moi, ce que j'aimais bien, et je pense que tout le monde, et pour la plupart des personnes qui vont réussir à atteindre cet objectif, alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a FIRE d'un côté. Donc, l'objectif, c'est d'arrêter véritablement de travailler. Et il y a l'autre côté qui est
financially independent. La traduction réelle française, c'est liberté financière, mais tout le monde va dire un peu indépendant financièrement. Finalement, la liberté financière, c'est on arrive à couvrir ses dépenses par rapport au projet de vie qu'on veut avoir et on va simplement faire ce qui nous intéresse. Donc, la plupart des personnes, je pense, qui d'ailleurs entreprennent, qui sont aujourd'hui tes clients ou potentiellement de prochains clients, et même je pense que ça va toucher beaucoup de personnes, ils ne vont jamais réellement s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien de s'arrêter, de rien avoir. Moi, l'ayant fait, au bout de 6 mois, j'étais un peu en dépression, quoi. J'étais là, bon, j'ai plus de projet, je m'arrête, qu'est-ce que je fais? Non, en réalité, quand on se lance, on aime l'échange client, on aime développer, apprendre, on aime partager, on aime peut-être gérer des équipes, faire grossir des équipes, on aime avoir quelque chose qui a du sens. Donc, en réalité, personne ne s'arrête véritablement. Et je pense dans beaucoup de personnes que tu connais. Par exemple, moi, mon père, il adore son métier, il travaille beaucoup moins, mais il a 78 ans, il continue à travailler. Et ça, c'est parfait. Si on arrive à trouver un job qui nous permet d'apprécier, ça dépend du rythme à chaque fois et de continuer, bah, il faut y aller. Après, moi, ce qui m'a toujours marqué dans ton parcours, c'est aussi quand même la quête d'indépendance. Et c'est un écho assez fort avec ce qu'on voit chez Stello et nos clients, qui ont tous quand même cette quête de liberté. On va voir après qu'elle a un prix, c'est-à-dire qu'elle nécessite une discipline et aussi de se rapprocher, de faire des investissements même intellectuels, en tout cas de s'intéresser à ces sujets. Est-ce que tu as quelques exemples en tête peut-être de membres de la communauté qui sont actifs maintenant, qui sont arrivés débutants Oui. Tu penses? Alors, il y a différents profils. Alors, j'ai parlé du profil qui ne va justement parler à personne. Christophe, retraité depuis ses 40 ans, une semaine après ses 40 ans, lui, il a investi dans les terres il y a en 2015, je crois. Maintenant, il est multimillionnaire en les terres. Et il a arrêté de bosser. Il est très content. Lui, il ne veut pas travailler. Il aime creuser des sujets. Là, il fait des projets pour lui-même sur de l'IA. Ouais. Il avance, mais il fait que ça. Après, il y a d'autres profils qui sont rejoints, qui ont commencé avec moi quand je commençais à faire les premiers workshops. Un couple, ils ont maintenant, je pense, 28, 29 ans. Ils avaient 27 ans à l'époque. Elle travaillait dans le conseil. Lui, il travaillait dans tout ce qui était grande distribution spirituelle. Je les ai rencontrés, on a fait des investissements ensemble. Là, aujourd'hui, ils en ont 3. Ils ont quitté Paris, ils habitent à côté de Bordeaux. Ils ont leur indépendance aujourd'hui. Ils sont très contents. On n'est pas sur des montants astronomiques par mois. Ils sont très contents de ce qu'ils ont fait. Et après, il y a différents types de profils. Il y a des personnes type... alors, j'ai beaucoup de personnes de Google, d'Amazon qui me contactent. Donc là, on est sur des revenus assez conséquents, donc du 200, 300 000 euros à l'année, avec potentiellement 500 000 à 1 million d'euros cash à côté. Et en gros, ils sont venus me voir en me disant, écoute, Victor, ces années, ça a très bien marché d'être chez Google, d'être chez Amazon. Généralement, ils sont dans la partie sales ou dans la partie un peu data, etc. Ils m'ont dit, écoute, Victor, là, j'ai 1 an, je veux gagner 10 000 euros par mois. Vas-y, all-in, on y va. Et là, on s'est mis à acheter beaucoup d'IMO et on arrive sur des montants de 3, 5, 10 millions d'IMO. 7,5 millions d'IMO en 1 an, 2 ans. Parce qu'il faut se rendre compte que, en fait, finalement, votre liberté, elle a un coût. Là, aujourd'hui, disons que vous facturez votre journée 500 euros. Grosso modo, ce que vous avez pour vous concrètement, c'est 250 euros par jour. Ça, moi, j'ai une vision purement investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un investissement dans l'immobilier, même avec de la dette, full dette, 100%, il peut vous rester 2 à 4% finalement à la fin en cash flow, c'est-à-dire l'argent que vous avez qui tombe sur votre compte après impôt, net. Et en gros, quand on fait des calculs comme ça, une journée, grosso modo, c'est 100 000 euros, quoi. 100, 150 000 euros investis. Donc à un moment, le calcul, il est simple. Là, aujourd'hui, de toute façon, la notion d'être libre financièrement, à un moment, c'est combien vous avez besoin d'argent tous les jours. Et après, il faut juste investir et y aller fort, quoi. Et donc, ça veut dire potentiellement peu dépenser, mais surtout à un moment, utiliser tout ce que vous pouvez pour, à la fin, avoir un capital conséquent. Et là, aujourd'hui, quand on voit le coût de la vie, alors après, ça peut dépendre, mais si vous voulez habiter à Paris, en dessous de 3 000 euros, moi, en dessous de 8 000 euros, si vous avez 2 enfants, pour moi, ça ne sert à rien d'habiter à Paris, sauf si vous êtes dans les plutôt inférieurs et que vous avez beaucoup d'aides. Si vous êtes au-dessus, vous dépassez simplement les aides, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut viser tout de suite des montants de 3 000, 8 000 euros. En fonction de la rentabilité dans quoi vous investissez, ça vous fait tout de suite, pour 2 000 euros par mois à 4%, ça fait 600 000 euros d'investis. Si vous montez dans des 8 000 euros et que vous arrivez sur du 2, 3, 4, 5, 10 millions d'euros, en fait, ces montants-là, aujourd'hui, on n'en parle pas en France parce que notre système, il n'est pas comme ça, mais en réalité, il faut juste regarder les trucs. En fait, on va très vite parler en millions. Et c'est pas de l'argent, vous n'allez pas acheter un yacht, hein. Vous allez juste avoir des apparts, vous allez avoir des investissements en bourse, et à la fin, vous allez avoir une vie, la vie de monsieur et de madame tout le monde. Donc, on va plonger dans le cœur de notre sujet. Petit rappel du format donc, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, on fait le choix de répondre à vos questions en live. Donc, on va dérouler le sujet et puis, vous n'hésitez pas sur le chat à nous poser vos questions en direct et on va tenter d'y répondre. Donc, si on reprend depuis le début, comment, quand on est un débutant, comment on attaque l'investissement immobilier, par quel bout on le prend, comment on prend cette décision, qu'est-ce qu'il faut, voilà.
premiers pas? Alors, je pense qu'au début, et c'est assez. Alors, on peut y tomber de différentes façons. Hein. Après, je pense que si aujourd'hui on le fait d'une façon un peu codifiée, ça peut être plus intéressant. C'est de se dire, à mon avis, OK, quelle est ma situation aujourd'hui? Pareil, dans l'invest de façon générale, c'est quoi mes objectifs? Je veux quoi à la fin? Où est-ce que je veux arriver? Ça fait combien par mois? Qu'est-ce que je veux comme vie? Où est-ce que je veux habiter? Est-ce que je veux avoir des enfants? Parce que là, du coup, ça va avoir une implication. Parce que généralement, l'investissement immobilier, ce qui fait que c'est intéressant, en grande partie, pas que, mais c'est le leverage. Donc, le leverage, c'est de la dette. Donc, il faut bien penser à sa vie parce qu'on peut très vite se retrouver bloqué. Par exemple, là, vous êtes célibataire aujourd'hui. Si vous ne pensez pas à un moment vous mettre en couple, avoir des enfants, vous risquez, alors c'est pas trop problématique, vous pouvez toujours revendre, mais vous risquez de retrouver un moment où, en fait, pour votre projet de vie, vous n'allez plus avoir de dette pour acheter un appartement et vivre dedans. Donc, ça veut dire qu'on va, on va avoir un taux d'endettement max, quoi. On va être au taquet de ce qu'on peut rembourser, ce qui laisse plus de place pour peut-être du reste à vivre et peut-être même un achat de IMO, même son logement, quoi, en fait. C'est son logement, voilà. Ouais, le seul truc, c'est son logement. Après, on peut, en fonction de comment on évolue dans sa mentalité, on peut comprendre que finalement, son logement principal, on n'est pas forcément obligé de l'acheter. Oui. En fait, de façon générale, en fonction de son aversion au risque et de sa charge mentale aussi, on peut choisir plus ou moins des différentes actions. Donc, l'immobilier, c'est très large. On peut soit en faire, nous, en direct, c'est ce qui rapporte le plus d'argent si on le fait bien et on peut aller très loin. Par exemple, aujourd'hui, vous gagnez 3 000 euros net, vous pouvez emprunter, 200 000 euros. Si vous faites vous-même l'immobilier en direct, vous pouvez emprunter 3 fois plus parce que vous avez des mécanismes. Les banques vont vous prêter différemment. Vous allez gagner plus d'argent parce que vous allez faire des investissements IMO. Du coup, de 200 000, vous allez monter tout de suite à 600 000 euros. Allez, en continuant un peu, vous pouvez pousser le trait jusqu'à 1 million d'euros de dette. Donc ça, c'est super bien. Ça vous permet, par rapport au montant dont on parlait tout à l'heure, d'atteindre des montants importants. Par contre, ça demande, un, de savoir le faire, deux, d'avoir l'énergie, deux, d'avoir une aversion au risque où on est capable d'absorber une charge mentale supplémentaire. Et quatre, ça permet faut tenir dans le temps, quoi. Donc, jusqu'à ce que ce soit full délégué, c'est quand même pas quelque chose qui est 100% passif, c'est-à-dire que ça va demander du temps. C'est un autre boulot. Et après, de l'autre côté de cette échelle, il y a différentes façons d'investir dans l'immobilier. Je pense que ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui, donc il y a différentes choses, mais il y a les SCPI, donc ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là on va avoir généralement des rentas de 4% avant impôt, du coup on va avoir des rentas de plutôt 3% par an. Donc ça je précise qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est de la pierre papier, donc société civile de placement immobilier. Vous achetez des titres d'un immeuble ou même d'une foncière, d'une société foncière qui possède plein d'immeubles, plein d'appartements, donc vous êtes propriétaire d'une fraction sous forme de papier. Donc c'est un peu plus liquide que si vous possédez un appartement en direct. Ça, c'est une catégorie, mais qui est bien dans la catégorie immobilier. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est soit vous faites les choses totalement vous-même, et là, vous pouvez avoir des rentabilités qui sont vraiment intéressantes quand vous savez le faire. Ouais. Par contre, si vous ne savez pas le faire, grosso modo, vous allez perdre de l'argent, moi, je pense, sincèrement. Et on peut le dire pourquoi, parce qu'en fait, c'est toujours une problématique d'intermédiaire. Tout le monde doit gagner sa vie. Plus vous allez multiplier les intermédiaires pour vous aider, je pense l'exemple des produits immobiliers de défiscalisation, et les produits défiscalisation en général sont très, très intermédiaires. Donc, évidemment, ce que vous recevez à la fin, tout le monde a eu besoin de manger. Si vous le faites en direct, moi, j'avais fait un cellier en direct. J'avais fait un changement de destination. J'avais acheté un immeuble et finalement, j'avais fait un appartement. Évidemment, je suis passé par personne que par un notaire pour acheter le truc. Et c'était ultra, ultra rentable par rapport à ce que j'avais pu voir. Mais quand on n'a pas le moyen de le faire soi-même, comme tu le dis, il faut bien passer aussi par des intermédiaires. Voilà, c'est ça, parce que par exemple, les celliers, donc maintenant plutôt Pinel ou même des lois de défiscalisation, si vous prenez le produit qui vient de votre banque, en fait, votre produit va être packagé, marketé pour que vous l'achetiez. Et en fait, du coup, finalement, ce que vous allez acheter, potentiellement l'emplacement n'est pas bon, la rentabilité n'est pas bonne, et derrière, on va vous vendre quelque chose de cher parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires à payer, et on ne va pas faire attention réellement à l'argent qui en sort. C'est pas le réel besoin. Par contre, si vous le faites vous-même, donc par exemple des Pinel, là moi je réfléchis à faire un projet moi-même de Pinel de construction d'immeubles, vous le faites vous-même ou vous le faites entre amis et vous maîtrisez toute la chaîne, là en fait en vrai ça peut être hyper rentable. Est-ce que tu vas reprendre la grille de raisonnement d'investissement immobilier où toi tu as envie non pas seulement de profiter de l'effet de levier fiscal, mais de faire les deux? Et si je fais l'effet de levier fiscal et qu'à la fin tu peux vendre avec une plus-value, revendre ton immeuble avec une plus-value ou tu as une rentabilité locative importante, en fait ça matche le mieux. Ça marche le meilleur cocktail, quoi. Parce qu'en fait, les intérêts, c'est pas les mêmes. Quand vous protégez vos propres intérêts et que vous avez moins d'intermédiaires, en fait, ça va très vite. Par contre, quand vous êtes avec des personnes où, en fait, la problématique des gens qui vendent, je pense, du Pinel aujourd'hui ou de la défiscalisation,
c'est de vous vendre un produit packagé et que ça se vende. Sauf que ce que vous cherchez quand vous achetez ce type de produit, généralement, vous êtes peu novice, donc vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Alors que quand vous le faites pour vous-même, ça marche vachement bien. Du coup, si on reprend toute cette grille-là, d'un côté, il y a faire de l'immobilier soi-même et d'y aller, et à la limite d'en faire un deuxième métier, mais ça peut aller très vite, très loin. Et de l'autre côté, donc, il y a ces fameuses entreprises, des SCPI. Alors maintenant, il y a d'autres systèmes qui existent en ligne où ça peut être plus simplifié que les SCPI. Donc là, en fait, vous ne faites rien. Donc ce qui est bien quand vous ne faites rien, alors déjà, la rentabilité, indirectement, en réalité, on est plutôt dans du 3 à 4%. Il faut faire attention parce que vous pouvez les financer par de la dette, sauf que quand vous financez par de la dette, finalement, vous allez être en cash flow négatif, ce qui fait que vous allez devoir remettre de l'argent sur ces biens tous les mois. Par contre, intellectuellement, vous êtes occupé aujourd'hui, disons que vous avez une entreprise. Si on prend le cas des entrepreneurs, pour moi, il y a 3 cas d'entrepreneurs. Il y a ceux qui sont auto-entrepreneurs, donc qui vont monter jusqu'à 70-80. C'est une première période. Une deuxième période, ça va être du 80 jusqu'à du 350 000 euros, là structuré en entreprise avec l'impôt sur le revenu sur les entreprises. Et enfin, il y a ceux qui vont dépasser cette étape-là. Quand on est là-dedans, en fait, la problématique qu'on va avoir, c'est que généralement, quand on vend son temps et qu'on commence à facturer assez cher ses services, généralement, il y a un contre-coup qui est la pression potentiellement. Donc, la pression de faire son boulot, de rendre des choses, d'avoir des clients, potentiellement d'augmenter son taux journalier, son TJM. Et on ne va pas avoir de place mentale, parce qu'il y a quand même sa famille, etc., pour se lancer totalement dans l'IMO. Et du coup, on va sélectionner sur cette échelle des choses plus light. C'est marrant parce que c'est du coup, on reçoit plein de questions. Une des premières questions, c'est comment optimiser une grosse rentabilité. Donc, c'est-à-dire, comme tu le dis, je le fais moi-même, je vais faire peut-être même quelques travaux pour commencer moi-même, je vais rechercher le bien, etc. Alors que c'est assez chronophage versus le temps consacré à réaliser cette activité. C'est exactement ce que tu viens d'évoquer, c'est que c'est aussi un calcul à faire. Et c'est peut-être pas selon les moments de sa vie, on a peut-être plus de temps quand le business roule plus. Et à consacrer et à optimiser. Voilà, c'est un peu des choix aussi à faire. Hein. Ça dépend de ses talents aussi. C'est clairement ça. Alors, il y a des choses parce que là, moi, je vois beaucoup d'ingénieurs qui me parlent et qui veulent automatiser tout le process, ou de gens en conseil, etc. Il y a quand même un truc qu'il faut savoir de façon générale dans n'importe quel business ou quand on fait quelque chose, c'est qu'au début, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut comprendre. Moi, je ne serais pas pour faire tous les travaux. Je n'ai jamais fait tous les travaux, d'ailleurs, d'un appartement ou d'un immeuble que j'ai pu acheter. Par contre, j'ai fait chacun des bouts de travaux au moins une fois, juste pour tester, encadrer. Donc, j'ai optimisé comme le processus, mais je me suis dit, OK, j'ai fait un minimum de plomberie, j'ai fait de la pose de sol, j'ai fait de la peinture. Je l'ai fait au moins une fois, j'ai mon tableau pour savoir si j'ai tout fait une fois. Alors, je n'ai pas tout fait une fois, pour comprendre vraiment ce que ça fait. Mais en tout cas, pour répondre à cette question-là, déjà, de base, il y a quelque chose. Si vous regardez les performances de ceux qui sont des athlètes, à partir de 40 ans, vos performances, ça chute. Donc, en fonction du sport, en plus, ça peut chuter assez fort. Vous pouvez vous entretenir. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont moins, vous avez 30 ans, 35 ans, vous êtes full performance. Donc, quand vous êtes full performance, alors attention aux enfants, parce que les enfants, ça prend quand même du temps, etc. C'est bien d'utiliser ce temps-là. En fait, moi, ma vision des choses, c'est que vous savez qu'à l'avenir, et c'est pas grave, vous allez avoir moins d'énergie et potentiellement, vous allez être moins intéressé pour être au top du top de votre secteur. Par exemple, aujourd'hui, vous regardez ceux qui ont 17 ans, ils sont peut-être à fond sur TikTok, ils comprennent comment la vidéo ça marche, ils comprennent comment s'exprimer, etc. Ils sont au taquet. Ceux qui ont aujourd'hui 30 ans, ils doivent quand même se bouger. Ils vont dire, voilà, TikTok, c'est que pour les jeunes et tout machin. Ça va devoir faire un peu de mal. Ceux qui ont 40 ans, encore pire. Ceux qui ont 50, encore pire. Donc moi, ma stratégie, en fait, quand je regarde ça, d'ailleurs, c'est un peu la stratégie de retraite, c'est de vous dire, OK, aujourd'hui, pour vivre ma vie ou bien gagner ma vie, je travaille 20 jours par mois. Donc ça, c'est les jours ouvrés. Ou même, je travaille 30 jours par mois si vous travaillez tous les jours. Dites, OK, comment je fais pour remplacer un jour de boulot par de l'invest? Et en fait, quand vous regardez ça, vous allez pouvoir vous dire, OK, finalement, dans ma semaine, 1 jour ou 2 jours de job freelance, c'est mon investissement pour me mettre à fond sur l'IMO parce que j'ai compris qu'avec l'IMO, je peux, de façon automatique, c'est ça qui est un peu différent des autres, de façon très pragmatique, je peux, 1, faire ma sécurité et 2, finalement, remplacer mes revenus actifs par des revenus passifs. Et là, du coup, il faut y dédier du temps, il faut y aller. Et en fait, ça fonctionne assez bien. C'est vraiment l'immobilier, quand on comprend, alors là, on parle beaucoup de locatif, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais c'est bête et méchant. Je vais faire une fusion de plusieurs questions qui tournent autour de la problématique et c'est vrai qu'on n'a pas posé ce décor. En fait, il y a plusieurs motivations possibles pour aller sur l'investissement immobilier et on voit fleurir énormément de programmes de défiscalisation. Donc, effectivement, il y a certains investissements immobiliers qui sont éligibles et sur lesquels vous allez pouvoir gagner un petit peu d'impôts.
et qui vont faire un effet de levier supplémentaire. Et puis, il y a les autres, parce qu'en fait, ce n'est pas systématiquement éligible à un programme de défiscalisation. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait reposer juste ce décor rapidement pour qu'on puisse très, très, très simplement expliquer que voilà, les grands programmes immobiliers de défisc sont ceux-là avec un objectif immédiat de gain d'impôt. Et puis après, il y a des montages avec des SCI qui ne sont pas forcément liés à un avantage fiscal, qui peuvent répondre à un autre objectif. Alors oui, alors ça dépend ce qu'on appelle... alors, là, le sujet est hyper large. On ne va pas tous les citer, mais peut-être la logique. Le principe et la logique pour que les gens comprennent bien voilà. Ouais, alors la logique, donc il y a une grosse logique fondamentale en France qui est de dire qu'on n'a pas assez de logements et pas assez de logements de qualité pour pouvoir fournir ça aux Français. Du coup, on a besoin d'aider des promoteurs pour qu'ils voient à l'avenir ce qu'il faut faire, les aider à construire. Donc là, on va retrouver donc, chaque période, d'ailleurs, ça change de nom à chaque fois, ce sont des ministres qui changent de nom. Donc ça a été Besson, ça a été Robien, maintenant c'est Pinel, c'est toujours les mêmes produits. Donc si vous les regardez en ligne, si c'est performant, c'est comme si demain vous avez une boîte, vous avez une très mauvaise presse, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de nom, comme ça, quand vous Google, on ne sait plus ce qui se passe. Bref, ces programmes-là, en fait, ça permet de financer du coup le développement du parc immobilier français en prenant de l'épargne et de la capacité d'endettement des Français classiques. Donc le deal, c'est quoi? Vous allez acheter un bien, vous allez financer un bien neuf, donc qui coûte généralement plus cher que des biens anciens, qui sera de bonne qualité, qui pendant un certain nombre d'années, donc là vous êtes bloqué, plus ou moins, mais pendant un certain nombre d'années, généralement c'est 9, il y a des cycles, mais 9, 12 ans, vous allez être bloqué à des loyers modérés en fonction de la zone. Donc en fonction, si vous louez, donc vous avez des zones, généralement c'est ABC, en fonction de là où est le bien, vous allez pouvoir louer au maximum X euros par mètre carré. Donc en gros, vous faites un peu de social, et en même temps, vous financez des logements neufs. Et vous, ce que ça va vous permettre, c'est d'économiser chaque année, un certain montant d'imposition par rapport au montant qui a été investi. La problématique, alors ça, c'est ce qui est fait, ça peut très bien marcher, mais généralement, vous achetez très cher des choses qui, à la fin, n'ont pas le bon prix, parce qu'en fait, vous allez construire du neuf. En gros, ce qu'il faut se rendre compte dans l'immobilier, le neuf aujourd'hui, alors ça dépend de ce qu'on construit comme type de bâtiment, mais vous êtes entre du 1005, 1005 à 2500 euros au mètre carré de prix neuf, quand vous construisez quelque chose. Si vous construisez quelque chose à Paris à 1500 euros du mètre carré, vous pouvez le vendre 10 000. Ouais. Ça, c'est super. Ouais. Si vous construisez quelque chose à 2000 euros du mètre carré dans un endroit où le mètre carré est à 700 euros, là, vous avez une perte. Et généralement, ces endroits où vous avez Pinel, c'est des endroits où se concentrent beaucoup de ce type de programme. Oui. Pour une raison assez simple, qui est aussi une équation économique, c'est que les promoteurs, ils ont plutôt intérêt à prendre un endroit où le foncier de base n'est pas cher, pour aussi avoir une marge maximum. Donc en fait, c'est une question d'équilibre, et un des points fondamentaux de l'immobilier, c'est toujours regarder l'emplacement. Oui, c'est ça. Quand on parle avec les plus anciens, enfin tout le monde va dire il y a trois facteurs dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Alors après, moi, je mettrais un peu de guillemets autour de ça, parce que généralement, et je pense de l'auditoire ici, ça va être des personnes qui habitent plutôt dans des grandes villes ou dans des endroits, des stations balnéaires, Biarritz, etc. Et du coup, quand on vient de ces villes-là, on a un peu peur parce qu'on a l'impression que rien n'existe à part ça. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de gens qui habitent dans des endroits qui sont intéressants. Et il faut, si on veut de la rentabilité sur son investissement immobilier, en fonction de ce qu'on fait, mais généralement, il vaut mieux, faut s'excentrer parce que ça coûte trop cher. À Paris, par exemple, si on parle de renta brut, donc de rendement locatif, on va être dans du 2%, c'est-à-dire le loyer hors charge x12 divisé par le prix total, le coût total de l'acquisition, on va être dans du 2 à 3%. Ce que ça veut dire concrètement, c'est vous achetez quelque chose à Paris avec 100% de dette, ça va vous coûter une fortune tous les mois, vous allez devoir mettre de l'argent tous les mois. Il faut remettre au pot systématiquement, donc il n'y a pas d'autofinancement, il y a quand même du coup un effort d'épargne qui doit être fait. Il y a un effort d'épargne qui est très conséquent, et dans votre logique à vous, en tout cas, moi, dans ma logique à moi, c'est pas possible. Parce que disons que demain, vous achetez, OK, super, vous faites un investissement, vous achetez un studio à Paris. Votre studio à Paris, vous l'achetez, vous financez 100% avec de la dette. On pourra dire comment, mais en gros, vous financez 100% avec de la dette. Au lieu de vous faire gagner un jour par mois de boulot, finalement, vous allez avoir un décalage de 1000 euros, voire de 1000 euros par mois, plus de 1000 euros par mois de décalage. Et du coup, vous allez vous rajouter 2 jours, 3 jours, 4 jours de boulot en plus pour pouvoir mettre de l'argent de côté dans un appartement à Paris. Et n'oubliez jamais, encore une fois, cette équation, plus le temps passe, moins ça va vous intéresser, plus vous allez être centré sur vous, votre développement de sens, etc. Et potentiellement, moins vous allez gagner d'argent. Donc, il faut toujours se dire que faites des efforts aujourd'hui, c'est bien. Demain, vous ne serez pas en capacité... Après, j'ai des questions qui tournent beaucoup autour de
comment on fait en fait pour investir via sa société? Est-ce que déjà c'est un bon conseil? Donc j'ai plusieurs questions. Est-ce que c'est bien d'investir en immobilier via sa société? Est-ce qu'on peut investir directement sur certains types de sociétés, genre EURL, SARL? Et j'ai une autre question, j'ai une entreprise de travaux, comment investir via du cash généré par cette entreprise? Qui reboucle avec la même question, c'est est-ce qu'il est pertinent, quand on a une société qui est notre activité professionnelle, de l'utiliser pour investir en immobilier? Alors, c'est 100% ce qu'il faut faire. En gros, ce qu'il faut retenir, et je pense que l'auditoire, c'est ça, vous comprenez très vite que si l'argent passe par vous, vous, personne physique, Oui. La problématique, c'est que vous avez payé des impôts. Oui. Grosso modo, les impôts en France, que vous prenez des entreprises ou que vous prenez de l'immobilier, c'est 50%. Bon. Après, il y a des optimisations que vous pouvez faire. Sur l'immobilier, vous pouvez tomber à 0% quelques années. Vous pouvez même être en déficit foncier et même autre. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est le moins ça passe par vous, l'argent, le mieux c'est. Parce que vous démultipliez votre capacité à pouvoir emprunter ou même pouvoir avoir du cash. Donc là, c'est un effet de levier induit par la non-fiscalisation de mes revenus à l'impôt sur le revenu. Exactement. Et en fait, on va faire la rétention du cash plus haut dans la société qui va permettre de l'investir plus fortement, puisque même le taux d'IS est bien inférieur au taux d'IRPP. Oui, c'est exactement ça. Donc vous, votre objectif, c'est l'imposition en France. On est obligé de faire attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est très élevé. Donc 50%, c'est énorme. Ce que vous allez vous dire, c'est que, alors, de toute façon, alors c'est 100% légal. De toute façon, l'État s'y retrouve parce que en grande majorité, ce que vous allez économiser comme impôt aujourd'hui, vous allez le payer demain. Par contre, on se rappelle de quelque chose. Si aujourd'hui vous êtes en capacité de générer du patrimoine et des revenus, parce que là vous travaillez, vous êtes actif, autant l'utiliser. Autant utiliser un max d'effets de levier. Alors après, il faudra qu'on voit ce que ça engendre comme risque, mais autant y aller à fond pour avoir de plus en plus de patrimoine. Et à la fin, quand vous avez 300 000, 1 million, 10 millions de patrimoine, là vous allez payer des impôts. Il y a d'autres solutions, mais c'est pas grave parce qu'au moins vous avez de l'argent. Là vous êtes rassuré, vous avez 10 millions de patrimoine, c'est super, vous avez de l'argent. Par contre, au début, faire tous les systèmes pour finalement payer beaucoup de fiscalité maintenant, finalement pouvoir emprunter moins bien, si vous payez toute la fiscalité aujourd'hui, vous allez peut-être atteindre, je sais pas, je dirais, alors même pas 2 fois moins parce que ça se conjugue, c'est exponentiel dans le temps avec les intérêts composés, mais à la fin, ça va être de l'ordre du triple, voire 5, voire 10 fois plus. En gros, vous allez faire 10 fois moins aujourd'hui si vous payez directement pour faire de l'immobilier. Après, pour répondre à cette question-là, en fonction de votre plan, il faut réfléchir à votre plan d'action. Il y a des choses qui aujourd'hui sont des niches fiscales qui sont quand même intéressantes à utiliser à titre personnel. Donc les niches fiscales aujourd'hui, alors entre guillemets niche fiscale, c'est votre résidence principale. Une fois que vous la vendez, vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value. Donc ça, c'est quelque chose à utiliser dans votre stratégie. Et vous avez aussi le régime quand vous faites de la location meublée, qui est le LMNP, qui est très intéressant. Donc, quand on pense stratégie globale, ça vaut peut-être le coup de payer un peu d'impôt pour avoir de l'argent qui tombe sur soi pour pouvoir utiliser ces deux éléments-là. Donc stratégiquement, pour être bien clair, on va essayer de saturer d'abord les poches de défiscalisation à titre personnel dont on peut disposer pour optimiser son impôt sur le revenu. Et ensuite, on va s'intéresser à comment poursuivre son investissement au sein de son entreprise. C'est ça. Et après, en fonction de là vous en êtes dans votre vie, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous allez chercher à vous démultiplier. Donc au début, par exemple, vous êtes salarié. La problématique des salariés, alors il y a beaucoup d'avantages, mais la problématique quand on est salarié, c'est qu'on est une personne physique seule. Quand on est une personne physique seule, quand on veut emprunter, on a une seule source de revenus, c'est nous. Alors potentiellement, on a une source de revenus, c'est nous. On va pouvoir atteindre un certain niveau d'endettement. Si on fait bien les choses, on peut, comme ce qu'on a dit, démultiplier ce niveau d'endettement. C'est bien. Par contre, votre jeu, une fois que vous avez compris comment investir dans l'immobilier et comment gagner de l'argent, ça va être de vous démultiplier pour que vous soyez plusieurs à pouvoir investir. Et alors là, c'est le jeu de vous êtes personne physique seule, vous avez une personne morale, votre entreprise, potentiellement une autre, etc. Et vous allez pouvoir démultiplier finalement combien vous allez investir. Donc là, il y a vraiment des questions très précises sur quand tu parles d'investissement de 3 à 10 millions d'euros, ça suppose avoir un apport conséquent ainsi que des revenus. Évidemment, oui, c'est assez logique. Pour des revenus dits basiques, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas la question. Quels sont les ratios revenus versus actifs bruts typiques? Et j'avais aussi, lorsqu'on veut investir avec son entreprise, est-ce qu'il est possible d'investir sans avoir 3 bilans clôturés vis-à-vis d'une banque? Alors, là, je t'ai balancé 2 questions. Allez, c'est parti, on est parti. Avec les autres, hein. Non, en fait, on fait un super cours, on pourrait faire un cours de fiscal, je suis parti. Alors, quand on a des revenus, alors déjà, il faut commencer à un moment ou à un autre. Donc, quand on commence, il
quand on commence, il faut commencer avec ce qu'on a. Donc, en fonction de ce qu'on a, il y a différentes stratégies. Si on a des revenus de l'ordre de 2 000 à 3 000 euros, en fonction de comment c'est structuré, là, alors ça dépend encore une fois. En fait, les questions sont très compliquées parce que ça dépend de vraiment votre plan et de ce que vous allez faire. Par exemple, nous, dans notre vie, et je pense les personnes qui sont ici, il y a une grande partie, même ceux qui gagnent bien leur vie en étant entrepreneurs, vont alterner salariat, entreprise, etc. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans une case, peut-être même chômage à des moments, à chaque fois qu'on est dans une de ces cases, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, le changement fait des opportunités. Quand on commence et qu'on a des revenus, donc par exemple, si là, on est auto-entrepreneur, on a 2 000 à 3 000 euros équivalent salaire, donc il faut que ce soit régulier dans le temps et qu'on soit plutôt dans les 4 000 à 5 000 euros facturés par mois. Quand on est à ces montants-là, là, ce qui peut être le plus simple, c'est quand même de commencer comme un particulier classique, faire du LMNP, y aller, faire une première transaction et avancer. Pour ce qui est des apports, là aujourd'hui, alors avant, c'était le 110%, c'était facile à obtenir. 110%, c'est quand on achète un bien immobilier qui coûte 100 en totalité. En réalité, le bien immobilier, il va coûter 80 et le reste, c'est des frais. Donc, c'est des frais de notaire, principalement, ça va être l'impôt et des frais bancaires, des frais d'agence, etc. Généralement, les banques, avant, étaient OK pour nous prêter la totalité. Il y a encore quelques mois ou années, c'était open bar. C'était open bar. C'était une pluie de billets qui tombaient et on pouvait aller jusqu'à s'endetter, tu dis, à 110%. On pouvait même monter… Donc, en fait, on investissait sans apport. On nous prêtait plus que l'achat du bien. On allait même jusqu'à nous prêter les frais. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est quand vous achetez un bien immobilier, les premières années, vous appauvrissez. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais. Il faut absorber. Il y a 10%, alors 8, bon, ça dépend ce qu'on achète, etc. Mais vous avez à peu près 10% de frais. Donc, si vous achetez un bien 100 000 euros, vous êtes chez votre notaire, vous payez votre bien 100 000 euros. En réalité, votre patrimoine net, donc du coup, ce que vous avez comme engagement, etc., est de 90 000 euros, voire 80 000 euros si vous rajoutez les intérêts. Du coup, en réalité, au début, vous appauvrissez pour après gagner plus d'argent. Bref, ça avant, c'était possible. On pouvait même emprunter jusqu'à 140, 150, voire 200% du prix d'un bien en fonction des travaux, de comment on gère les choses, etc., des flux financiers. Là, aujourd'hui, c'est toujours possible de faire ce type de montage où on réussit à emprunter plus que la valeur du bien et les frais aussi, sauf que c'est différent par rapport à avant, c'est plus compliqué, mais il y a encore des méthodes. Du coup, aujourd'hui, de toute façon, quand on va présenter un dossier à la banque, il va factuellement, il va falloir montrer à la banque qu'on a bien ces 10% d'apport, même si derrière, on va les récupérer. Mais au début, là, aujourd'hui, alors en plus, ça dépend, quand on est une entreprise, ça peut être plus. Une entreprise, généralement, on va demander du 20, 30, voire 40% d'apport, faut faire attention. Du coup, il faut pouvoir montrer qu'on a ça en trésorerie. Après, des montages sont possibles pour récupérer cette trésorerie. Le nerf de la guerre, là, on parle beaucoup de dette. Pourquoi? Par exemple, aujourd'hui, vous investissez en bourse, il y a un consensus qui dit que, grosso modo, sur des longues années, on peut faire du 4% net en bourse. Quand on est sur de l'immobilier, donc la bourse, c'est quoi? Vous gagnez de l'argent comment? Parce que votre prix d'action monte, parce que les entreprises marchent bien, et en plus, vous avez des dividendes qui tombent. L'immobilier, c'est pareil, vous avez le prix d'un bien immobilier qui peut augmenter, actuellement, et vous avez des équivalents de dividendes, des loyers qui tombent. Donc, vous avez ces deux phases-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'immobilier, quand vous utilisez la dette, parce que vous êtes à peu près sûr normalement des loyers que vous allez tomber, si vous faites des opérations saines, c'est-à-dire que votre montant de loyer couvre toutes les charges, ainsi que vos impôts, ainsi que le remboursement de vos mensualités d'emprunt, ce qui est assez fort quand vous faites ça, c'est que vous allez pouvoir atteindre des rentabilités, mais astronomiques. Quand vous calculez une rentabilité en immobilier, par exemple, moi j'achète des biens 110%, donc je dépense 1 euro, voire 0 € pour acheter un bien. J'ai dépensé 0 et je gagne mes loyers chaque année, plus les remboursements de mensualité. En gros, j'ai une rentabilité infinie. En fait, l'immobilier, c'est une rentabilité infinie. Et ça fait bizarre quand on l'entend, mais quand c'est fait comme ça, c'est astronomique. Bon, il y a des risques derrière. Ce qui vous limite, c'est votre capacité d'endettement aussi, mais vous avez une rentabilité infinie sur l'immobilier. La bourse, ce n'est pas une rentabilité infinie. Vous pouvez vous amuser à faire le même jeu. Donc, vous allez faire un prêt conso, mettre ça en bourse et mettre ça sur, par exemple, du Nasdaq, effet de levier x10. Donc, si ça gagne 1, vous gagnez 10. Par contre, là, le risque sur le Nasdaq est excessivement élevé. C'est comme jouer à la roulette. Sur l'immobilier, c'est quand même beaucoup plus maîtrisé. Eh bien, ouais, c'est au cœur aussi des questions qui tombent là. Faut-il privilégier le rendement ou la plus-value à la revente? Donc là aussi, ça dépend. Je perds une petite réponse, mais un peu de son plan de vol, son objectif. Et d'ailleurs, c'est pas incompatible. Et après, j'ai une autre question, c'est toujours sur la rentabilité. Quelle est la rentabilité brute minimale qui te paraît performante pour un investissement immobilier? Donc sur une échelle
à combien toi tu évalues qu'il faut y aller parce que le calcul révèle que c'est une renta sympa? Ouais. Alors déjà, si vous voulez utiliser le système, donc vous aujourd'hui vous êtes comme un bateau, donc vous êtes un bateau et vous avez votre investissement, c'est votre voile. Ouais. Voilà. Donc nous on y va, on fait tous les deux du bateau, là on est ensemble, là. Okay. On fait du bateau ensemble, on maîtrise notre bateau, ça va, on se dit tiens on pourrait aller un peu plus vite. Donc là on va dégainer des voiles supplémentaires. On va peut-être racheter un mât plus grand parce qu'on peut augmenter le mât, etc. Donc on va aller un peu plus vite. Là on se dit ah tiens on est encore en maîtrise, ça va. On va encore rajouter du mât. En fait, la hauteur du mât, donc c'est ce qui vous permet d'aller plus ou moins vite, c'est votre endettement. C'est combien vous avez pris de risques. Le seul problème, c'est que nous, à un moment, on surestime un petit peu. Déjà, on est un peu ric-rac. Moi, je vais voir FX, je vais dire FX, allez, viens, on rajoute encore 1 mètre de voile. FX, je le connais, il va faire non, Victor, on ne le fait pas. Bon, je vais quand même le faire, je vais rajouter 1 mètre dessus. Et là, bam, ça craque. On coule. Alors, le mât casse. Et le problème, c'est que généralement, le mât n'est pas le seul à partir. C'est-à-dire que tout le bateau s'en va. Et du coup, ça, c'est le risque quand on a de la dette. Quand on va dans le bon sens, ça marche bien. Quand on va dans le mauvais sens, bah, tout peut repartir. C'est ce qu'on appelle se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, après, ça fait effet domino. Et ça peut être... Donc, voilà, il y a toujours... Il faut bien préciser que tout ça, il y a toujours une prise de risque. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir les idées au clair sur son plan de vol et sur sa capacité maximum. Enfin, en tout cas, il faut jauger le risque sur lequel on doit pouvoir atterrir et se stopper, quoi. Voilà. Surtout que quand on commence à faire de l'immobilier, si on le reprend à la base, imaginez vous avez un business, ça marche bien, l'immobilier, ça vous permet de sécuriser. En gros, vous sécurisez une partie de vos revenus dans l'immobilier. Si vous le faites bien, vous sécurisez, en plus, vous gagnez de l'argent avec ça. Par contre, la problématique qu'on va avoir, c'est on veut augmenter cette voie-là. Et si on sait faire des investissements qui marchent, le problème, c'est que si on veut continuer à faire de l'immobilier, soit il nous faut du cash, soit il nous faut de la dette. Et du coup, il y a un moment, on va devoir avoir une capacité d'emprunter plus. Si on veut avoir des capacités d'emprunter plus, il faut de la rentabilité. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez parier sur le fait que Paris, ça va prendre de la valeur. Disons qu'une chambre de bonne à Paris, c'est entre, on va dire, 150 000 euros. Vous êtes en capacité d'emprunter 150 000 euros et d'acheter une chambre de bonne. Là, vous allez avoir deux problématiques. La première, c'est qu'en fait, votre chambre de bonne va vous coûter de l'argent tous les mois parce qu'en fait, vos loyers ne vont pas tout couvrir. Donc, tous les mois, vous allez devoir mettre 200, 300 euros de côté. Et en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir emprunter plus. Pourquoi? Parce que la rentabilité de votre bien n'est pas suffisante pour retourner voir une banque en disant « Ah ben regarde, maintenant je gagne plus, je veux acheter une deuxième chambre de bonne. » Ça ne marchera pas. Donc là, vous allez être bloqué, moi ça m'est arrivé. Et là, vous allez vous dire, bon, bah, je vais gagner plus d'argent. Donc, vous allez bosser plus pour gagner plus pour faire un autre invest. Donc, ça, c'est le problème. Du coup, pour faire le lien avec la deuxième question, pour moi, une rentabilité, c'est ce que vous voyez partout et en fait, ça se voit pas mal. Si vous n'avez pas un rendement, une rentabilité, une renta brute de 10% minimum, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Donc, ça dépend de votre strat, mais ça ne vaut pas le coup. Dans l'immobilier locatif direct. Renta brute, c'est loyer hors charge multiplié par 12 divisé par le coût total de l'investissement. Coût total de l'investissement, ça va être le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire et les travaux, si vous en avez. Et il faut être très honnête avec vous, parce que même si vous pouvez sortir un coup avec une banque, c'est bien, mais à la réalité, à la fin, c'est vous, c'est votre compte bancaire. C'est est-ce que vous allez gagner 100 balles, 200 balles en plus, mieux dormir, ou est-ce que finalement, vous allez être, devoir bosser, avoir plus de clients pour faire face à ça. Et donc, c'est une très bonne transition avec ce qu'on nous demande côté débutant. Donc, si vous partez de zéro, sans connaissance en immobilier, quels sont les 3 conseils pour démarrer rapidement? Ouais, alors je pense que, alors déjà, à mon avis, aujourd'hui, c'est de commencer à maîtriser ces calculs simples. Donc, pour maîtriser ces calculs simples, donc là, on l'a juste dit sur la renta brute, en faire plein. Donc, moi, j'irai sur Le Bon Coin aujourd'hui et j'irai voir des appartements à Paris. Je calculerai finalement quelle est ma renta brute. Il y a des sites qui sont super, comme Meilleurs Agents, qui vont vous permettre de connaître le prix au mètre carré et aussi les loyers au mètre carré. Donc, faire plein de fois ce calcul pour se rendre compte que à des endroits, ça marche, des endroits, ça ne marche pas. Là, il y a un grand coup de déprime qui va arriver parce qu'on réalise que finalement, il y a plein d'endroits où ça ne marche pas. Une fois qu'on a fait ça, à mon avis, je regarderai, alors, par exemple, sur YouTube, je regarderai beaucoup de vidéos de ceux qui parlent de ce qu'ils ont fait et comment ça fonctionne. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui présentent leurs calculs. J'essaierai de les challenger et j'essaierai d'en faire des fichiers Excel. Il faut refaire ces calculs soi-même. Donc, toi, on peut te retrouver sur ces supports-là. Est-ce que tu as d'autres noms de personnes auxquelles tu pourrais penser qui sont intéressantes à suivre pour justement se former? Parce qu'en fait, c'est finalement le sujet des débutants. C'est avant de se lancer à l'eau, c'est comment je me fais à minima une première culture, je comprends les calculs, je comprends les leviers qui vont me permettre d'y aller, quoi.
Ouais. Je pense qu'il y a des anciens, donc les très anciens, Ian Darwin qui fait toujours ça. Il y a les très anciens où, à mon avis, ils ont fait des vidéos de qualité à l'origine. Donc, regardez ces vidéos-là. Et après, et pour moi, c'est le fondamental et peut-être le numéro 3, chose que moi, je n'ai pas faite quand j'ai commencé, c'est aller rencontrer des gens qui font ça. Et là, du coup, c'est pour ça, à l'origine de Fire, nous, on fait des meet-up normalement une fois par mois, donc on en a un peu partout en France. Et là, c'est d'aller voir des gens qui, concrètement, ont acheté un appart, 2 apparts, 3 apparts, et leur poser des questions. Leur dire, comment ça se passe, c'est quoi concrètement, c'est passé comment avec ta banque, et surtout, nous, intellectuellement, d'être sûr de comment ça marche. Donc, c'est à nouveau aller à la rencontre de l'autre, de la communauté, de ceux qui ont déjà fait pour capitaliser sur son avis et son opinion. J'avais une question, mais ça, on y a quand même répondu, mais je vais la relire. Pinel, bon ou mauvais investissement? En fait, tu as répondu, et ce n'est pas un bon ou mauvais investissement, c'est qu'il faut regarder si ça répond à une problématique de levier d'économie d'impôts, et peut-être que c'est le bon truc, et surtout de bien être sélectif dans le programme sur lequel vous allez investir, pas prendre le premier truc sur l'étagère qui vous est présenté, parce qu'on a une problématique d'emplacement, et aussi à la revente, puisqu'en fait, finalement, si on a un immeuble entier rempli d'appartements en Pinel, avec des taux de remplissage qui ne sont pas toujours les bons, avec des qualités. Enfin voilà, il faut choisir et c'est bien sélectionner le programme. Ouais, alors moi je vais être beaucoup plus drastique. 90% des Pinel, 95% des Pinel, quel que soit votre objectif de vie, franchement, c'est non. C'est Victor qui l'a dit, voilà, c'est non. Voilà. 95% c'est non. Et dans les 5% restants, déjà, il faut réussir à comprendre pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. C'est peut-être. Et après, il faut y passer pas mal de temps. Parce que le Pinel, en réalité, sur votre propre vie, alors déjà, si vous voulez atteindre des objectifs importants d'investissement en immobilier, laissez tomber le Pinel. Et après, le Pinel, ça risque d'avoir beaucoup d'impact sur vous. Et moi, ce qui m'attriste pas mal, c'est que les Pinel sont vendus. Tout le monde finit par craquer pour un Pinel, je ne sais pas pourquoi. Et ça utilise quelque chose parce que vous n'avez pas le temps, vous avez peur, vous avez un... Oui, c'est rassurant parce que le banquier va te dire tiens, je te file le truc clé en main, achète-le, ne te prends pas la tête, tu vas gagner 150 € d'impôt sur le revenu tous les mois. Ouais. Et voilà. Ouais, mais alors en réalité, les 150 € d'impôt que tu gagnes tous les mois, en fait, tu vas les gagner sur quelque chose que tu gagnes en plus, donc en fait, tu vas en payer plus quand même. Bon, ça, et puis finalement, je te fais le crédit avec, donc tout est simple. Mais s'il vous plaît, cédez pas là-dessus. Pourquoi? Parce que en fonction de vos ambitions, franchement, il y a beaucoup mieux, qui est tout aussi simple. Et en plus de ça, une fois que vous l'avez fait, c'est juste chiant de revenir en arrière. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, sinon, comme ce que tu as pu faire, moi, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées avec leur Pinel, on sort du Pinel. En fait, on sort de l'encadrement des loyers, ça fait plus de revenus, ça redégage une capacité d'endettement et on avance. Ou sinon, on revend des Pinel. Évidemment, tu acceptes ta perte, donc tu acceptes 10, 20, 30 000 € de perte, tu perds, pour pouvoir après repartir et faire 600 000, 1 million d'euros de gains. Et on est obligé de passer par ça. On a une question très technique, mais je crois que c'est une question de la salle. Quelles sont les différentes possibilités pour lier une SASU à une SCI à l'IS, convention de trésorerie, holding, etc. Oui, alors, le schéma, il y a un moment, grosso modo, votre véritable enjeu, quand vous allez vouloir continuer à investir dans l'immobilier, c'est justement éviter la friction fiscale. Donc, il y a 2 choses. Éviter la friction fiscale et deuxièmement, pouvoir emprunter plus. Pour répondre à ça, il y a une structuration qui fonctionne bien, qui est une structuration assez complète, mais qui coûte très cher. La structuration qui fonctionne bien et qui est complète, c'est vous allez, pour chaque bien acheté, créer une SCI à l'IS ou à l'IR, ça dépend. Et ces entreprises qui vont être là vont être, vous allez avoir un actionnaire généralement principal qui va être une entreprise qui est au-dessus, qui est une holding. Donc l'holding, c'est juste une entreprise qui a pour vocation d'avoir des parts d'entreprise et d'administrer des entreprises. Je fais juste un petit stop parce que je me rends compte que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une SCI à l'IS ou à l'IR. À l'IS, c'est vous faites une option fiscale qui est irrévocable, donc à l'impôt sur les sociétés, donc vous aurez le taux d'impôt sur les sociétés. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir déduire la TVA si je ne m'abuse. Amortir le bien surtout. Amortir le bien, oui. Et de l'autre côté, c'est à l'IR, impôt sur le revenu, donc vous allez réintégrer les loyers que vous allez percevoir de votre bien dans votre feuille d'impôt perso. Oui, alors pourquoi? En fait, il y a un moment où vous allez chercher... alors, sinon, vous êtes comme moi, vous avez une déclaration d'impôt qui est fantastique. C'est-à-dire quand vous êtes à peu près dans tous les cas de l'immobilier, c'est un enfer. D'ailleurs, même la feuille d'imposition bug quand vous la remplissez, c'est super. Et du coup, après, moi, j'appelle, on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Bref, en gros, quand vous faites de l'immobilier, il y a un moment où vous allez essayer de structurer un peu tout ça. Et en fonction de vos investissements, ça va être plus intéressant de les loger dans des entreprises. Les entreprises les plus simples pour loger des investissements immobiliers, c'est les SCI, donc Sociétés Civiles Immobilières. On ne rentrera pas dans les détails des boîtes, mais ce qu'il faut retenir sur les sociétés civiles
de façon générale, c'est que vous êtes 100% responsable sur votre patrimoine personnel des gains et des pertes. Donc, c'est pour ça, généralement, que c'est des sociétés civiles immobilières. Vous pouvez créer des holdings aussi qui sont des sociétés civiles pour d'autres raisons. Ça a à chaque fois une utilité. Donc, en fonction de qui vous êtes et ce que vous voulez faire, par exemple, la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire c'est une société transparente, c'est une boîte que vous créez, vous mettez un bien dedans, tout est transparent, c'est-à-dire que les gains de la boîte, vous allez les déclarer chez vous. Par exemple, moi, j'en ai. Ce qui est intéressant pour une société civile à l'IR, c'est par exemple pour léguer vos biens. Là, vous pouvez léguer sans impôt. Sans impôt, vous pouvez transmettre 1 million de patrimoine, paf, sans impôt. Donc ça marche très bien, sauf que ça a d'autres coûts et d'autres répercussions. Et la société civile à l'IS, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir amortir le bien. Donc grosso modo, l'exemple assez classique, vous avez une entreprise, vous achetez un ordinateur, 10 000 € parce que vous avez besoin d'ordinateur, écran, etc. Vous allez dire qu'au bout de 5 ans, ça ne vaut plus rien, ce qui est vrai. Même moi, j'amortis des trucs maintenant sur 3 ans, parce que tous les 3 ans, je change mon ordinateur. Et il n'a plus trop de valeur une fois que j'ai utilisé. L'amortir, ça veut dire que chaque année, vous allez diminuer sa valeur comptablement, mais grosso modo, ça veut dire que votre bien perd de la valeur. Et vous pouvez faire la même chose sur l'immobilier. Donc, c'est super intéressant parce que vous allez chaque année passer en charge, dire que votre bien a perdu, par exemple, 10 000 €. Et ça vous permet d'économiser une enveloppe fiscale de 10 000 € fois l'imposition. Et ça, c'est super. Ça vous permet, du coup, quand vous faites une société civile à l'IS, entre autres, de quasiment pas payer d'impôts pendant une grande partie. Par contre, vous allez en payer à la fin, parce que lorsque vous allez revendre votre bien, vous allez avoir un bien, comptablement, il vaut 0, en réalité, il vaut 300 000 €, et vous allez calculer une imposition sur que de la plus-value. Donc là, de toute façon, on paye toujours à un moment ou à un autre. On va le neutraliser pendant une période de la vie, mais quand on veut sortir du cas, il faut accepter qu'à un moment, on va payer un peu. Oui, alors, après, si vous voulez pousser l'exercice moins intellectuellement, vous pouvez vous débrouiller pour quasiment pas payer d'impôts. Donc ça, c'est possible. Après, ça sera dans un prochain épisode. Ouais, il faut comprendre que, alors, un, je suis pas sûr que j'ai le droit de le dire, et deux, je suis pas sûr que j'ai le droit de le faire. Trois, en fait, il faut comprendre qu'après, c'est un jeu. C'est-à-dire que, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous êtes en France, le fisc, les gars qui s'occupent de la fiscalité, alors l'URSSAF sont très très smart. J'aime bien les contrôles de l'URSSAF, c'est fantastique. Et les gars, le fisc, ils sont très smart aussi. Donc à un moment, en fait, vous n'avez pas le droit de faire des opérations qui ont que comme but de faire des économies d'impôts. Donc si demain, vous avez 10 millions de patrimoine d'IMO, pas de travaux, vous crachez du cash de partout, donc vous payez 0 impôt, vous pouvez être sûr que là, vous allez vous faire choper. Donc à un moment, il y a juste un équilibre à trouver et des logiques à expliquer pour faire ce que vous allez faire. Alors, du coup, sur la holding, pardon. La holding, du coup, à un moment, ce que vous allez vouloir faire, c'est faire transiter de l'argent, pas par vous, mais entre vos différentes boîtes. Pourquoi ? Pour pouvoir faire des apports, acheter de nouveaux biens, pour pouvoir vous endetter de façon supplémentaire. Et là, du coup, la structure, c'est que vous avez une entreprise qui prend des parts de vos sociétés immobilières et qui va aussi prendre des parts de votre activité, vous, de freelance. Au début, vous pouvez très bien utiliser, ça a des risques, mais bon, ok, il y a des risques partout. Alors moi, je suis pas assureur. Du coup, moi, je prends beaucoup de risques. Du coup, en fait, vous pouvez très bien utiliser votre entreprise de freelance, un petit peu comme ça au début. Vous faites 250 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez très bien l'utiliser un peu comme holding au début, sauf que si vous avez une vocation à faire quelque chose de gros, là, effectivement, il faudra créer une structure supplémentaire. Chaque structure, c'est 1 000 à 2 000 € par an. Donc, il faut vous dire que demain, ok, c'est cool, on a tous envie d'avoir une holding, on crée une holding, on a 2 000 € de charge en plus. Et en plus, on a de la charge mentale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bilans, il y a des trucs, déclarations, il faut l'assurer, il faut avoir un compte bancaire, etc. Donc, plus vous augmentez en nombre de boîtes, plus vous avez des charges. Donc, il faut vraiment être en capacité de dégager beaucoup d'argent pour financer cette structure. Et à la fin, l'intérêt de ce type de structure, c'est vous choisissez comment vous vous rémunérez. Donc, vous choisissez, est-ce que vous allez vous rémunérer en salaire ? Est-ce que vous allez vous rémunérer en dividende ? Est-ce que vous allez vous rémunérer différemment ? Vous allez pouvoir choisir de voir qu'est-ce que votre entreprise va prendre à charge. Donc, si vous êtes, par exemple, solopreneur, pour moi, ce qui va arriver de plus en plus, votre entreprise peut couvrir une grande partie finalement de votre vie, parce que votre vie, en fait, c'est de parler de vous-même. Donc ça peut fonctionner. Bref, le fonctionnement global de fin, c'est ça. Après, il faut être sûr que quand vous vous lancez là-dedans, de ne pas construire, c'est très vite une usine à gaz, donc il faut gagner de l'argent. Quand vous avez une usine à gaz, il vous faut des gens de confiance, experts comptables de confiance, etc., pour vous couvrir contre simplement contre votre opérationnel. Et il faut que ça vaille le coup. Et si vous lancez dans un patrimoine qui va arriver alors après, ça dépend comment il est constitué, mais en millions, effectivement, la holding est nécessaire. Alors là, on va finir sur du très très technique. Encore ? Pour se faire plaisir. Les gens sont intarissables, mon cher ami. J'espère qu'il y a encore du monde, parce que. Alors, visiblement, parce qu'il y a des gens qui écrivent des questions. Oui, je me dis quand même. Donc, je pense qu'on va le relier. Ça va être un peu notre conclusion autour du contexte qu'on rencontre. On a dit que c'était open bar, que c'était la fête, c'était voilà.
Aujourd'hui, on sait très bien que c'est compliqué. Inflation qui dit inflation, le coût des travaux est fortement augmenté. L'accès au crédit est plus complexe. Donc, avec ce contexte-là, tu conseilles quelle ville en ce moment? Et j'ai une question particulière sur les stratégies de marchand de biens. Est-ce que tu auras le temps de répondre? Achat, transformation de revente, connais-tu des solutions de financement par la dette pour des projets de marchand de biens? Oui. Alors, pour la première question, c'était un peu sur les villes. Ce qui est ville, n'hésitez pas. Alors là, je publie en ce moment les villes que je regarde. C'est fantastique. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon LinkedIn, Victor Laura. J'ai fait un commentaire, je crois, la semaine dernière, où là, j'ai publié 100 villes que je regarde. Donc, ça répond à la question. Vous vous attendez pas à voir Paris dedans. Là, oui, c'était l'autre question, c'était Paris, c'est mort. Moi, j'ai compris que oui. Ouais. Bon. Alors, Paris, c'est mort. Si vous avez les moyens, si vous gagnez très bien. Alors, non, parce qu'il y a autre chose. Par exemple, moi, j'ai un rêve d'appartement à Paris, 140, 240 mètres carrés. Je pense que si mes boîtes marchent bien, ce sera le moment d'acheter dans 6 mois, quoi. Donc, dans 6 mois, moi, j'irai. Alors, et vous allez faire pareil, parce que si vous vous intéressez à l'immobilier, moi, je vais y aller et je vais demander des 40, 50% de décote. Et il y a forcément des gens, des boîtes qui ont besoin de vendre parce que, je sais pas, c'est une holding de je sais pas quoi, sur des trucs qui coûtent, je sais pas, 2 millions, vous avez 1 million. Moi, je suis convaincu que ça va arriver là. Ça va arriver, donc ça peut être intéressant. Et là, vous pouvez faire, par exemple, une opération de marchand de biens là-dessus. Bref, sur les villes, les villes, ça évolue à chaque fois. Moi, j'ai beaucoup investi, par exemple, à Troyes, j'ai immeuble à Troyes, j'ai des appartements au Aubervilliers. Et en fait, ça évolue dans le temps. Du coup, là, ce qui est possible aujourd'hui ne le sera pas dans 6 mois, peut-être le reviendra dans 3 ans. Donc, ça évolue des prix. Par exemple, Biarritz, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 euros du mètre carré. Ça peut être encore intéressant sur du Airbnb. Le jour où ça réglemente, c'est compliqué. Mais il y a eu des évolutions, à un moment, c'était intéressant. Bref, sur la deuxième question sur les opérations de marchand de biens. Donc, marchand de biens, il faut savoir que c'est un statut. Donc, dans l'immobilier, soit vous faites de l'argent, grosso modo, avec du locatif, soit vous pouvez acheter un bien, le revendre plus cher. Là, vous pouvez le faire, vous pouvez commencer avec votre résidence principale. Donc, un peu le Saint Graal, c'est vous achetez une maison, alors je suis sur des gros montants, mais vous achetez une maison, plutôt 1 million d'euros dans le 13e, vous la surélevez, vous la revendez 2 millions, vous l'avez fait en résidence principale, vous empochez 1 million cash, vous êtes vachement bien. Vous gagnez plus d'argent que les 3 quarts des start-upers que vous voyez autour de vous. Et c'est clair, vous avez 1 million cash sur votre compte. Bref, c'est fait. Vous pouvez faire ça, donc vous pouvez le faire 1-2 fois. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui est votre activité. Il ne faut pas que l'État. Discrètement, pas tous les 6 mois. Voilà, et même, vous faites ça une fois dans votre vie sur votre maison dans le 13e. Moi, je serais vous, je le ferai qu'une fois, j'arrêterai. Après, il y a des gens qui. Changer d'arrondissement. Changer de pays. Voilà, changer de pays. Changer d'identité. Exactement. Là, vaut mieux arrêter. Donc, il y a ça qui est possible. Sinon, sur le marchand, au bout d'un moment, si on fait des opérations de marchand, on a un certain nombre de responsabilités. Et alors là, d'ailleurs, je pense que je ne sais pas si tu en fais. Absolument, je vois à quoi tu penses. Et alors du coup, on est responsable, donc grosso modo, et c'est pénal, sur une dizaine d'années, des risques du bien. Alors vu qu'on est un professionnel de l'immobilier, si par exemple on achète un immeuble, et même, c'est ça qui est terrible, disons que vous êtes marchand. Le saint graal du marchand, c'est le flip. Vous achetez un immeuble, vous faites rien, vous le revendez. Voilà, vous l'avez acheté 100 000, vous le revendez 200. Voilà, vous avez fait 100 000. Même si vous n'avez rien fait dans l'immeuble, vous êtes responsable, vu que vous êtes professionnel, par exemple, si demain l'immeuble s'effondre, vous êtes responsable. Et du coup, soit c'est sur vos données, alors soit vous avez des risques parce que l'immeuble s'effondre, il y a des morts, c'est bon, hein, vous finissez en taule, quoi, potentiellement. Faudrait que je regarde les vrais stats, c'est un peu comme les chirurgiens. Non, mais c'est ça. C'est comme les chirurgiens et ceux qui font les pilotes d'avion qui font oui, écoute, Victor, moi je suis responsable de 500 personnes tous les jours, machin. Je ne sais pas s'il y a un pilote qui a déjà fini en prison. Imagine si le pilote est marchand de biens. Je pense que c'est dur. Alors, il y a des métiers, justement, qui font que si, par exemple, vous êtes pilote, alors je prends moi au sens littéral. Oui, alors si vous êtes pilote, emprunter, ça devient compliqué. Ah bah oui, pour des questions d'assurance. Exactement. Toujours sur la problématique d'assurance. C'est ton domaine. Hein. C'est les assureurs. Et vu que les assurances sont obligatoires, eh bien, pour une grande partie d'entre elles, c'est très compliqué d'emprunter. Alors, et le marchand, là, il y a un peu une frénésie de marchand aujourd'hui parce que c'est peut-être plus compliqué de faire du locatif. N'oubliez pas que le marchand, à un moment, vous avez un risque qui est très important, donc il faut le faire en entreprise. Et en entreprise, il faut s'assurer. Et donc, pour s'assurer, petite précision, donc c'est ce qu'on appelle la dommage ouvrage. Donc, c'est les travaux que le marchand de biens va effectuer sur le bien et donc il va permettre de couvrir pendant 10 ans la garantie des travaux s'il y a une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Donc, si ça se fissure, si ça s'écroule, c'est l'assureur qui va tout de suite, en premier rang, venir financer les travaux de remise en état et de remise en conformité de l'immeuble. Petit point information terminé. Et ça arrive. Là, par exemple, moi, j'ai un peu plus de 150 lots, donc ça fait beaucoup de biens. Et j'ai tout eu. Hein. Donc, j'ai eu. Plus vous avancez dans l'IMO, plus vous avez des trucs. Donc, un immeuble qui brûle,
une problématique, enfin bon, vous avez plein de choses qui arrivent. Ouais. Et là, vous bossez beaucoup du coup avec les assurances. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des assurances performantes parce que vous, en fait, c'est pas tant d'avoir l'indemnité qui vous Oui, c'est importe. la charge mentale, c'est la prise en charge, c'est la rapidité. Galère, c'est la rapidité. Vous avez juste besoin, vous exécutez. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai un immeuble qui brûle, bon déjà tout le monde s'en sort, ça c'est fantastique. Par contre, si mon assureur prend du temps, que l'étude prend du temps, j'ai pas de loyer, même si je peux décaler mes remboursements, etc. Il y a toujours des problèmes avec les banques, ça prend du temps. Et après, je suis bloqué pendant 1 an, 2 ans. Si je suis bloqué pendant 2 ans sur un projet, c'est peut-être un projet en moins que je vais faire sur les 2 ans. Ça fait partie des risques aussi Ouais. à avoir en tête. On me glisse dans l'oreillette, Oui, c'est mon fini. cher Victor, que nous arrivons au terme de notre, oui. de notre format. Et je dois remercier les 110 participants qui étaient là dans le live et tout notre public en physique, qui est en délire, hein, je dois le dire. Ah ouais, là, ils sont. Il y a énormément de bruit. Hein, Victor, voilà, c'est Laurent Sondagloire. Mais pourtant, ils sont heureux, on ne les voit pas. Non, mais il y a beaucoup de sourires et c'était des très bonnes questions, donc c'était très agréable. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin? Eh bien, en mot de la fin, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez, alors là, on a fait un abrégé. Je suis prof aussi à l'ESCP et Dauphine, donc on fait un petit cours de fiscal de ça, c'est pas mal. Et sinon, je vous remercie tous. Si vous êtes intéressés du coup par tout ce qui est investissement pur et dur, l'IMO, moi j'en ai beaucoup fait, venez dans la communauté Fire. Ouais. Du coup, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc Victor Laura. Sinon, venir dans Fire. Et moi, je reste convaincu que même si la situation aujourd'hui avec l'augmentation des taux, c'est un petit peu bougé, l'IMO c'est super. Et surtout, moi, mon job, en fait, c'est de vous permettre, de partager ce que j'ai compris, quoi, et de vous permettre d'avancer, de peut-être pas faire les mêmes heures que moi et d'y aller, quoi. Un immense merci, Victor. C'était hyper intéressant et merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Merci.